La vie ne devient pas plus facile ou plus indulgente. Nous devenons plus forts et plus résistants. C'est votre réaction à l'adversité qu'il faut vivre et La non vie seulement n'est un pas problème plus à facile résoudre, ou qui plus détermine indulgente. comment l'histoire Nous doit devenons changer plus pour que ça forts se et plus joue. résistants. Il y a deux possibilités d'être réduit par La vie est belle. La vie est belle, l'aventure continue. L'aventure continue. Bienvenue dans Histoire Kintsugi. Je suis Thibaut et je vous invite à un voyage extraordinaire là où les brisures deviennent des forces. Tout commence pour moi en 2003. J'ai 12 ans et mon père décède devant moi. Mais aujourd'hui, j'ai des phrases comme l'aventure continue ou la vie est belle tatouées sur le corps. Parce que c'est ça la vie. Il y a des hauts et des bas. Et un mercredi sur deux, je vous propose de partir à la rencontre de toutes ces personnes qui ont dû faire face aux difficultés de la vie. Elles acceptent de nous partager leur vécu pour donner un message d'espoir et inspirer ceux qui en ont besoin. En fait, ici, on parle de la vraie vie. Juste un petit rappel avant de passer à la discussion. Les récits qu'on partage ici peuvent toucher des cordes sensibles. Si jamais ça devient un petit peu trop lourd, faites une pause et parlez-en autour de vous si besoin. Si vous aimez ces discussions, je vous invite à mettre une note de 5 étoiles et à les partager autour de vous pour qu'ensemble, on donne inspiration et courage au plus grand nombre. Dans ce nouvel épisode d'Histoire Kintsugi, on part à la rencontre de Maud. Et en ce mois des fiertés, on va aborder avec elle le sujet de l'homosexualité. Maud va nous partager son parcours, de la découverte de son homosexualité à 14 ans à ses ambitions actuelles. Dans cet épisode, on va parler de la souffrance de ne pas pouvoir en parler à ses proches, des conséquences que ça a eu sur la scolarité de Maud et de son envie d'explorer la souffrance physique pour s'en sortir. On va aussi parler de la quête de l'amour, de voyages et de nouvelles ambitions une fois l'amour trouvé. Maud nous partage son vécu sans filtre pour inspirer ceux qui en ont besoin. Bonne écoute. Salut Maud. Salut Thibaut. Merci beaucoup d'accepter de passer dans Histoire Kintsugi. Est-ce qu'on peut commencer en te présentant ? Bien sûr. Moi, c'est Maud. Là, on est chez moi en plus à Bordeaux. Je viens du sud-ouest, donc de Charente, dans un petit village entre Cognac et Angoulême. Donc pour moi, c'était une fierté d'acheter à Bordeaux, puisque c'était la ville, en tout cas, où tout le monde avait envie d'aller, qui me faisait rêver aussi quand j'étais jeune. Et donc, moi, j'étais une ado assez paumée, en fait. Et on reviendra notamment sur cette période-là de ma vie. Et donc, j'ai jamais eu d'ambition particulière. Ce que je savais, c'était j'avais envie de faire quelque chose, d'avoir un impact et d'être utile aux autres. Et c'est via le voyage, en tout cas, que j'ai pu m'émanciper. À la base, je voulais faire notamment de l'humanitaire, et puis ça s'est pas fait parce que mon master, le doyen de mon master m'avait dit que ça allait, le master n'allait pas avoir lieu, donc c'est comme ça que je suis rentrée dans la marmite des RH. Donc je suis un pur produit RH, donc j'ai fait apprentissage notamment dans un grand groupe Safran, et puis après un VU notamment à Bruxelles en ESN, en agence en agence de consulting, et puis après j'ai embrassé à Londres aussi le recrutement, notamment en robotique, toujours en ingénierie. Et puis un client m'appelle et me dit: vas-y Maud, rejoins-nous, on vient de lever 3 millions d'euros, est-ce que tu veux nous aider à recruter? J'ai dit ok, on y va. Stanley Robotics m'a donné la chance en tout cas de rentrer de l'autre côté, en tout cas de la porte, m'a fait confiance, et donc c'est là où j'ai pris des fonctions de responsable RH. Et puis responsable RH, j'ai changé en scale-up, et puis je me suis lancée à mon compte là il y a maintenant 2021, donc ça date maintenant. Je me dis waouh, ça fait déjà 3 ans dans du consulting. Et puis après il y a 8 mois, j'ai fait un pivot puisque j'ai pris la parole sur les réseaux il y a plus de 2 ans aujourd'hui, et donc aujourd'hui j'ai vraiment envie d'accompagner mes pairs, les pros des RH, à aussi faire rayonner leur expertise, faire rayonner leur entreprise, pour notamment aussi attirer leurs talents. Et aujourd'hui, je les accompagne avec le Temple RH pour cette mission-là. Voilà, je t'ai vraiment raconté en fait la partie pro, parce que je sais qu'on va rentrer dans la partie plus perso ensemble. Mais voilà, les deux en tout cas vont ensemble. Et comment je me décris LGBT, charentaise et entrepreneuse RH. Ok. C'est intéressant de parler de la partie pro parce que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés aussi. Exactement. Puisque moi, spécialisé dans le recrutement, on a été mis en relation. Ça a bien matché, et du coup aujourd'hui tu viens nous raconter ton histoire qui, je crois, est très intéressante. Donc on va y revenir. Avant d'y revenir, tu sais que dans Histoire Kintsugi, je demande à mes invités un objet qui est le symbole
de l'épisode. Du coup, quel est l'objet que tu as choisi? Mais c'est vrai, j'avais plusieurs idées et puis je me suis dit: «Je vais prendre un objet aussi qui a été important quand j'étais ado» et j'avais toujours une boîte à secrets, tu vois? Une sorte de petite malle, où je mettais, tous mes secrets, mes lettres, mes photos, mes lettres de mes copines, mes photos, enfin des objets, des souvenirs et c'est vrai que cette boîte a traversé, les années et c'est vrai que, c'était un peu un refuge pour moi, positif, sur lequel parfois, voilà, ça me permettait de surmonter, des épreuves, ouais. Ok, tu l'as toujours cette boîte? J'ai perdu, en déménageant, ma mère l'a perdue, Mince. voilà, mais c'est ouais, ça m'a fait mal au cœur quand j'ai demandé: «Mais elle est où ma boîte? Je la vois plus», elle m'a dit: «Ah bah, je Oui, perdue», voilà. perdu. Mmh. Ok. Elle était comment cette boîte? Tu vois, c'était une boîte rose avec des lignes. Je crois que c'était une ancienne boîte Sephora, tu vois, que j'avais dû avoir quand j'étais jeune, tu vois, à Noël, un cadeau, Un coffret voilà, un cadeau, ouais. coffret cadeau, tu vois. Et c'était vraiment ma boîte à secrets, mais elle était vraiment quand même épaisse. Tu pouvais loger pas mal de choses, ouais. Ok, trop chouette. Bon, donc la boîte à secret, du coup. Ouais, Ça fait évidemment la transition avec l'histoire, puisque on s'est préparé, donc je sais que tu as vécu beaucoup de choses. ouais. J'imagine que tu as mis beaucoup de choses dans cette boîte aussi. Est-ce que tu peux justement nous parler de ton histoire et voilà, du point, on va dire, central de cette histoire sur le plan perso? Ouais. Donc, juste avant, j'ai pris, juste pour dire à tes auditeurs et à tes auditrices, j'ai mis beaucoup de temps quand même à réfléchir jusqu'où je pouvais aller dans l'histoire, puisque je ne suis pas toute seule, hein, donc il y a aussi mes proches. Et donc, c'est vrai que voilà, l'objectif pour moi, je prends la parole, c'est vraiment pour inspirer, notamment des jeunes LGBT qui peuvent avoir en tout cas des crises identitaires. Et je pense que c'est important, puisqu'à l'époque, on n'avait pas forcément de podcast ou tu vois, toute cette partie que l'on a aujourd'hui avec les réseaux sociaux, YouTube, etc. Et donc c'est vrai que si je peux aider une personne à passer un moment difficile, je me dis que ma mission en tout cas est remplie. Mm. J'ai jamais eu l'ambition de devenir une icône LGBT+, mais mon parcours est, je pense, peut inspirer en tout cas d'autres personnes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais cette démarche. Je ne sais pas si je la referai en tout cas avec d'autres personnes, parce que c'est toujours plongé dans des périodes qui ont été pas faciles mais qui m'ont construit en tout cas comme femme aujourd'hui. Mais voilà, c'était le petit message d'intro que je voulais partager. Chouette. Merci en tout cas pour ta confiance, d'accepter de le partager avec moi et avec nous. Et je te laisse la parole du coup pour que tu puisses rentrer peut-être un peu dans les détails justement que tu acceptes de partager. Ouais, mais moi je peux déjà faire un peu un retour puisque aujourd'hui j'ai 36 ans. Donc j'ai aussi fait plusieurs thérapies sur comprendre un petit peu mieux aussi les comportements que je pouvais avoir adulte. Et juste voilà, pour préciser, moi je viens d'une famille donc rurale, donc d'agriculteurs et d'agricultrices, des deux côtés en tout cas de ma famille. Et comme beaucoup de familles, il y a eu aussi des défaillances notamment chez mes arrière-grands-parents, du côté paternel et puis du côté maternel, qui a eu un impact aussi sur mes grands-parents et des deux côtés. Donc un côté maternel où notamment ma mère a grandi dans une famille avec plus de 8 enfants à la ferme. Et donc, c'était très rudimentaire, hein. C'est vrai que moi, quand j'y allais en tant qu'enfant, on a nos yeux d'enfant. Donc, on ne prend pas forcément beaucoup de recul sur les aspects des choses. Mais voilà, c'était quand même très rudimentaire. Et se faire une place entre 8 enfants, ça a été compliqué. Une famille, voilà, un père défaillant qui allait boire, qui avait des problèmes d'alcoolémie. Et donc, ça se répercutait en tout cas sur ma grand-mère. Donc ma mère a grandi dans un environnement défaillant et puis assez jeune, elle a dû aussi partir du foyer puisque c'était trop pour la famille et donc elle a toujours vécu un peu comme un paria, voilà. Donc elle s'est toujours ressentie comme ça et donc voilà, elle grandit de ce côté-là. Du côté je raconte ça parce que ça raconte moi après
comment j'ai vécu aussi mon adolescence et pour se comprendre soi, il faut comprendre d'où on vient. Et moi, j'offre la parole et j'en veux aucunement à mes parents. C'est pas du tout l'objectif, mais c'est de comprendre un petit peu d'où on vient et pourquoi des fois on réagit de cette façon. Et de mon côté, mon père, ils avaient une situation plus un peu mieux, mais c'était pas non plus. Ma grand-mère a eu 4 enfants. Je lui en ai reparlé encore, je l'ai vu hier. On en a reparlé encore ensemble de la vie qu'elle avait. Et, il gagnait, mon grand-père gagnait un salaire, donc c'était assez difficile quand même tous les mois. En fait, mon grand-père en fait a fait une tentative de suicide et mon père a dû, comme c'était l'aîné de la famille, je crois que c'était à 17 ans, il a dû ramasser ce qu'il fallait ramasser en fait à ce moment-là. Et c'est une tentative, donc il a survécu, mais c'était assez traumatisant en tout cas pour la famille, sachant qu'il avait 3 sœurs à s'occuper, voilà, à s'occuper. Donc voilà, mais juste pour raconter, et dans la famille maternelle, il y a eu aussi plusieurs histoires de suicides dans la famille. Ok. Donc en fait, c'est 2 univers qui se rencontrent potentiellement, voilà, avec des défaillances, ce qui est normal, comme beaucoup de familles, hein, Bien sûr. voilà. Mais en tout cas, c'est dans cet écosystème que je grandis. Par contre, moi, mes parents, ils m'ont énormément donné d'amour. On était une famille, voilà, 8 frères et sœurs du côté de ma mère, donc énormément de cousins, de cousines que j'adore et avec qui, voilà, on a vécu des moments très forts en famille chez ma grand-mère. Pareil de l'autre côté. Donc moi, j'ai grandi aussi avec 2 cousins. Presque du même âge que moi, à 3 mois de différence. Et c'est important parce que malgré tout, on a grandi ensemble. Mais il y a eu aussi beaucoup de comparaisons entre nous et ce qui a aussi joué notamment sur mon estime de moi-même quand j'étais jeune. Voilà, je grandis donc dans un environnement rural avec ma maman qui n'a pas forcément pu avoir la carrière qu'elle souhaitait. Elle a dû arrêter en 3e dû à la défaillance de sa famille, en tout cas les études, et faire des petits boulots pour survivre. Mon père, lui, était technicien et donc ils se rencontrent. Ma mère a eu mon frère très jeune, à 19 ans. Moi, elle m'a eu à 23 ans. Et donc, voilà, on grandit un peu dans quelque chose d'assez bohème, mais avec toujours cette volonté de ma mère pour nous de réussir. Et donc, les notes étaient quelque chose d'assez dominant chez nous, de très dominant. Je me souviens encore, tu vois, en CM2, j'étais tellement stressée, donc c'était les couleurs bleu, vert, jaune et rouge. Et j'avais eu un rouge et j'avais avec mon ciseau coupé le carré rouge pour mettre un carré bleu. J'avais plastifié la feuille pour donner, parce que j'avais vraiment très peur, tu vois, mais parfois des mauvaises notes que je pouvais avoir. Donc on avait, et mon frère aussi, toujours un peu cette pression des notes qui était dominant et qui créait quand même un stress particulier. Et donc moi, tu vois, à 14 ans, c'est là où je découvre que je suis attirée par les femmes. Je ressens des émotions que je ressens pas avec des hommes. Et mes parents, moi, voilà, on est plutôt culture catholique, même si je suis pas baptisée. Mes parents ont grandi tous les deux dans des environnements catholiques. Et donc, le destin qui m'attend, c'est marie-toi à un homme et une maison, une maison à côté de tes parents, un travail dans la ville où on est et des enfants. Donc c'est un petit peu le chemin souhaité, avec un bon métier pour ma mère, avocat, médecin. Voilà, c'était comme beaucoup d'enfants, hein, on répond aussi à des ambitions de nos parents, et donc parfois c'est un peu difficile. Donc voilà, donc moi tu vois, je suis assez jeune, voilà. C'est à 14 ans où les choses commencent à s'étriquer, hein, même si à la maison, il y a quand même pas mal des fois d'embrouilles, voilà. Mais c'est un foyer qui est quand même assez stable. Et à 14 ans, tu vois,
je découvre, je ressens des sensations, je me dis, c'est bizarre, Mmh. pourquoi je ressens ça? Moi je connais pas, on m'a jamais parlé de ça, à la télévision, on n'en parle pas, et donc voilà, à des booms, tu vois, avec des copines, des fois on est jeune aussi, donc on sait pas trop, tu vois, c'est la découverte du corps, tu vois, au niveau du sexe et du genre. OK, on te dit, toi tu es une femme, toi tu es un homme, Mmh. et c'est toujours la question que je me pose, vraiment de façon candide, c'est comment en fait, aujourd'hui l'attirance, pour l'un ou l'autre sexe se fait? Est-ce Ouais. que finalement quand on est, on peut, on aime les 2? Est-ce que, tu vois? C'est des Mmh. questions, tu vois, d'identité qui sont assez fortes, et moi voilà, je ressens ça, je ressens ces émotions et je me dis: «Waouh, j'ai un truc, je suis malade», tu vois? Je me dis: «Mais les gens vont me juger», enfin, à l'école, à la cour de l'école, on parle des garçons. C'est quoi les 10 garçons que tu adores, au lycée, Mmh. au collège, tu vois? Tu vois, c'est au collège, c'est vraiment la découverte, on commence à avoir les premiers amours, Et t'avais heu un petit copain j'avais un petit au collège, copain, voilà, tu m'avais dit, ouais. j'avais un petit copain que j'adorais, tu vois? Parce que j'ai jamais détesté les hommes, tu vois? Moi, j'adore la figure masculine, enfin voilà, comme par rapport à d'autres lesbiennes qui peuvent, Mmh. ressentir un dégoût, ce que je peux comprendre. Moi, j'ai jamais ressenti ça, et ouais, j'adorais ce petit copain, mais tu vois, j'avais toujours du mal, tu vois? C'était plus comme un ami proche, que autre chose, bon, bah, je sens que voilà, il y a des choses avec des filles, et c'est vraiment au lycée, que ça a pris un petit peu ça a accéléré en tout cas les choses, et donc pour moi c'est très dur de ressentir ça. Toi, j'extériorisais beaucoup, notamment dans des carnets, tu vois, Mmh. les carnets secrets que tu peux avoir quand t'es jeune. Euh, Que tu mettais dans la boîte dont on a parlé tout à voilà, l'heure? que je mettais dans la boîte où, tu vois, j'écrivais des lettres, mais voilà, mais tu ressens, tu vois, je ressentais en tout cas avec, les femmes, cette sensation de, voler, ton cœur qui palpite, les mains qui sont moites, et Mmh. donc, tu vois, les sentiments, finalement, de l'amour, tu vois? Mmh. Ou et de l'attirance, hem donc voilà, donc je ressens ça, j'en parle à personne, c'est mon petit secret à moi, et donc au lycée, moi au collège, ça allait encore au niveau des notes. Voilà, j'étais pas une élève brillante, mais voilà, j'avais entre 12 et 13 de moyenne, tu vois, Mmh. en 3e, et puis c'est vraiment au lycée que ça a chuté, drastiquement. Et donc, heu voilà, au lycée, j'appréhende, ma sexualité. Donc, notamment, bah, j'ai une très bonne copine qui était, une très bonne amie, et voilà, et je ressens des choses plus fort, en fait, ce que j'aurais dû, ressentir. Bah, tu vois, quand, on se prêtait les vestes, tu vois, je pouvais sentir son parfum Mmh. et je sentais que, tu vois, ça me créait des émotions, très fortes. J'avais, envie de la voir, tout le temps, et il y a toujours eu un peu des ambiguïtés, ce qui est normal quand tu es jeune, où on se touchait les mains, on se caressait, tu vois? Mmh. Et donc je pense que j'ai eu, tu vois, une première attraction, amoureuse, tu Mmh. vois, avec, cette personne, ce qui a été assez, difficile, tu vois, à accepter. C'était le fait que moi je pouvais pas me révéler, donc je pouvais pas dire que, bah, je pouvais exprimer, mes sentiments à Mmh. elle, parce que j'avais peur, du regard notamment qu'elle pouvait percevoir, et j'étais au lycée, tu vois? Ouais. Donc imagine si, elle se dit: «Ah mais Maud et machin», j'avais pas envie d'être, la paria exclue du lycée. Bien C'était un sûr. petit lycée, tu vois, de campagne, et j'avais pas du tout envie d'avoir, des problèmes avec, d'autres personnes, tu vois? Mmh. Donc j'avais intérieurement ce désir brûlant, et à l'extérieur, beh, voilà, c'était froid parce que, je pouvais, rien dire, et comme
ni l'une ni l'autre arrivaient à communiquer, voilà, c'était un peu un amour un peu transi, tu vois, de souffrance, voilà, où c'était vraiment compliqué. À la maison, je pouvais pas non plus l'exprimer. J'avais aucun rôle modèle à l'époque. On avait juste, tu vois, Tara dans Buffy et Tatou dans voilà, Tatou, la chanson. Je sais pas si t'es de cette génération. Tu m'en as parlé, mais Ça te parle pas, ouais, ouais. de nom, mais pas plus. Pas plus, ouais. Et donc, tu vois, c'était deux femmes ensemble. Je me dis, et je me dis, waouh, et cette chanson, c'est rigolo parce que j'en parle beaucoup avec un très très bon ami à moi qui est aussi LGBT. Et c'est vraiment une chanson où je me suis dit, et à chaque fois quand on la met, il me dit, ah, mais c'est ta chanson quand t'as su que t'aimais les femmes. Parce qu'en fait, c'est une chanson où ouais, je me disais pour la première fois à la télé, sans complexe, il y avait deux femmes qui s'embrassaient. Et donc, moi, quand je regardais cette vidéo, tu vois, ça me faisait des papillons dans le cœur. Euh, et donc là, en fait. Je rentre dans un... Comme avec cette personne-là, j'ai des sentiments très forts, des sentiments puissants, de passion à l'extérieur, donc je peux pas lui en parler, ni en parler à personne. C'est vraiment pour moi. Je commence en fait... donc moi, j'ai pas un caractère où je vais aller faire mal aux autres, je vais plutôt me faire mal à moi. Et donc, c'est là où je commence notamment à me scarifier. Donc, plusieurs fois, des petites scarifications. Et puis, progressivement, donc, je fais une grosse scarification. Donc, moi, je me scarifiais voilà, c'était du métal brûlé que je faisais. Donc, ça me faisait extrêmement mal. Et cette souffrance-là, j'avais besoin de la ressentir pour exprimer physiquement en fait la douleur que je pouvais ressentir en fait à l'intérieur de moi. En fait, c'est un peu bizarre, tu vois, mais c'est ce que je ressentais au fond de moi. Je ressentais cette souffrance que je devais mettre sur mon corps pour me faire mal et pour avoir plus mal que ce que j'avais mal au fond de moi, tu vois. Euh, et donc, voilà. Donc je cachais, tu vois, sur mes pulls, mais tu vois, au sport, je me souviens, c'est une autre amie à moi qui voit ça, qui me dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Faut pas que tu fasses ça. Elle m'a emmenée, je me souviens, à l'infirmerie. Et là, c'est là où mes parents, notamment, ont vu aussi, tu vois, parce que mes parents, de l'extérieur, bon, ils sentaient que je commençais à chuter au niveau des notes, mais ils étaient dans leur monde aussi, quoi, tu vois, ils vivaient là aussi leur vie. Et là, voilà. Et là, je me souviens, ouais, c'était pas très beau. Et puis, ça pouvait s'infecter. Enfin, tu vois, Ça pouvait avoir des vraies conséquences aussi. Des vraies conséquences aussi, tu vois. Et là, ouais, là, c'est la crise à la maison. Voilà, c'était un fort moment où ouais, ça a été la crise parce que ma mère comprend pas en fait. Pourquoi tu fais ça en fait? Pourquoi tu te fais du mal? Et moi, je pouvais pas lui dire en fait parce que j'avais peur en tout cas de me dévoiler et que je sois rejetée, que mes parents ne m'aiment plus, que je parte de la maison. Enfin voilà, enfin c'était le drame dans ma tête et je me suis dit non, il faut que je me protège. Ouais. Donc toi, tu vis vraiment un double drame à ce moment-là, c'est-à-dire que tu peux pas exprimer qui tu es. Ouais. Et ce qui a des conséquences sur ta scolarité, et ce qui du coup a des conséquences à la maison. C'est quoi l'état dans lequel t'es à ce moment-là, dans ces situations-là? Bah en fait, je vis le jour, quoi. Tu vois, je me dis... parce que j'avais la pression des notes. Je savais qu'à la maison, si je ramenais pas des bonnes notes, ça allait être... J'allais passer un mauvais quart d'heure, quoi, tu vois. Et j'avais pas envie de ça, parce que en fait, à part ça, même si, tu vois, mes parents se prenaient pas mal la tête entre eux, j'étais assez libre. Mes parents me laissaient quand même une certaine liberté. À part les notes, on n'avait pas forcément d'autres sujets de dispute, tu vois, entre guillemets, ce que je voulais. Voilà. Mais c'est vrai que les notes, c'était un truc de fou dans la tête de ma mère. Tu vois, les réunions para-prof, ça me faisait flipper. Les bulletins de notes, j'en ai volé plusieurs parce que je disais, je sais pas, ils ont... Le facteur n'est pas passé. Le facteur n'est pas passé, donc...
Ma mère a dit: «Ah mais on n'a pas reçu le bulletin». Je dis: «Ah mais je sais pas, si, si, tout allait bien, t'inquiète pas», tu vois? Ouais. Donc j'ai volé plusieurs fois, les bulletins de notes, enfin voilà, c'était, pour moi je vivais dans une constante peur au niveau des notes et je vivais dans une constante peur de me dévoiler au niveau, Mmh. de ce que je vivais en tant qu'adolescente, et donc j'étais pas très bien, j'étais pas bien du tout, mais ce qui me sauve, c'est que quand même j'ai le feu en moi. C'est-à-dire Mmh. que, j'aime vivre, tu vois? On faisait pas mal la fête, on rigolait, j'avais quand même un bon groupe de copines avec qui on s'amusait énormément, et donc c'était un peu, tu vois, mon exutoire, c'était mes copines, tu vois? OK. C'était mes copines, on allait chez les unes, chez les autres, et c'est vrai que ça m'a fait énormément du bien, Mmh. d'avoir ce noyau, même si elles ne le savaient pas. D'avoir quand même, mine de rien, un défouloir à qui, partager en tout cas du bon temps. Parce que je pense que quand tu es encore en plus solitaire, tu pas d'amis, Mmh. au lycée, bah, je pense que tu peux vraiment, être dans une tourmente, Ouais, complètement. tu vois? Une tourmente, difficile. Moi, j'ai quand même un cercle d'amis avec lesquels on était, assez proches. Mais voilà, j'avais cette dualité en moi, qui était, compliquée à vivre. Et puis j'étais tombée amoureuse en fait d'une amie Mmh. et tu vois? Et pour moi, Qui faisait partie de ce cercle d'amis? non, elle faisait pas partie du cercle, mais elle était embryonnaire en fait, OK. de ce cercle, ouais. Et donc voilà, et donc avec cette amie, on se détache en fait, parce que j'avais un mécanisme un peu de défense qui était, je coupe les ponts, Mmh. même si ça me faisait très mal. Je me disais: «Je peux pas en fait mériter, cette relation-là. J'ai pas envie d'être dévoilée, à l'extérieur, donc je vais me protéger et donc je vais couper les ponts avec cette copine». Et je me demande si cette copine aujourd'hui, elle a dû se demander: «Mais Maud, elle est, elle est Ouais. schizophrène?» Genre, il y a 3 semaines, on s'adorait et là, un peu du jour au lendemain, tu vois, on se parle plus, quoi, tu vois? OK. Hem Et donc j'étais dans une souffrance, voilà, une souffrance, un peu, tu vois, hem nostalgique, Mmh. tu vois? Romantique, tu vois? Donc on parle de la douleur physique, mais on parle très peu de la douleur, émotionnelle, tu Ouais. vois? Au fond de toi. Et moi j'étais, mais meurtrie en fait. Je souffrais, le martyre, physiquement, Mmh. et tu vois? Et Émotionnellement. et émotionnellement, tu Ouais. vois? Parce que, j'avais des sentiments très, très forts. Donc c'est comme si je vivais, tu vois? Une rupture amoureuse, Mmh. tu vois? Avec, cette personne-là. Hem et donc heu et donc après, ce qui s'est passé aussi, donc là mes notes chutent, drastiquement. Donc Mmh. en première, je redouble ma première. J'avais par exemple 6 de moyenne, tu vois? Mmh. C'était, j'étais, en faillite, scolaire. Je sais pas si on dit Ouais. ça? Je l'ai déjà entendu Tu en l'as tout déjà cas. entendu? Ouais, OK, ouais, ouais, j'ai déjà ouais, entendu. voilà. Bon, en tout cas, ça n'allait pas. Ça Voilà. n'allait pas du tout, voilà, je me prenais des cols, tu vois, tu avais ton carnet de correspondance, j'étais tout le temps absente, Mmh. si mon père, genre 1 an après, il voit mon carnet de correspondance, il y avait plus de papier, il me dit: «Mais» enfin, ils étaient pas et mes parents vivaient dans un autre monde, en fait, parce qu'à Ouais. la maison, je faisais vraiment semblant, que tout allait bien. Mmh. Mais à l'école, ça allait, pas du tout. Et mes parents étaient occupés dans leur, quotidien eux. Et donc ouais, je suis en chute scolaire, Mmh. en chute scolaire totalement. Et donc je redouble, ma première. Mais ce qui est rigolo dans ma chute scolaire, c'est que tu vois, s'il fallait que donc il y avait le bac de français. Par contre, s'il fallait que je me monopolise, parce que le bac de français, heu et donc ma mère était vénère, Mmh. sur mes notes. Ouais. Tu vois, je me prenais des rousses, enfin, ça allait pas du tout. En fait, ça allait pas du tout aussi à la maison, tu vois? Oui. Parce que mes notes allaient pas, ma mère était, vraiment, fâchée, moi, donc là, je commence à avoir une période un peu rebelle. Mmh. Et heu et donc je suis en faillite, en chute scolaire, et donc je redouble, cette première.
Et donc là, l'été, en fait, l'été, je rencontre une autre, qui est pas du tout dans mon cercle, Mhm. je rencontre une autre personne, donc via une de mes amies, avec qui, en fait, elle assume un petit peu ce côté, amour, lesbien, tu vois? Ok. Elle m'a fait beaucoup de bien, puisqu'on a eu une relation, en fait, toutes les Mhm. 2 pendant une année. Donc c'était vraiment un amour, donc moi j'ai toujours eu cette quête de l'amour, de vivre cet amour un peu fou, cet amour un peu, jeune, tu Mhm. vois? Fougueux, voilà. Et donc avec cette personne, on a eu vraiment un amour puissant, de passion, toutes les 2. Et donc tu vois, on se cachait en haut du lycée, pour s'embrasser, tu Ouais. vois? Mais par contre, c'était vraiment passionné. C'est-à-dire que beaucoup de jalousie, et voilà, moi j'étais entourée de beaucoup de copines filles, Mhm. et donc pas mal de jalousie. Je me souviens encore, tu vois, au lycée où bah, je sortais, je crois que c'était de mon cours allemand ou je sais plus de quel cours, où elle vient et puis elle me prend, elle me met contre le mur, elle me dit mais non, mais tu vas plus lui parler, tu vois? Ouais. Voilà, donc c'était assez bouleversant. Et on allait chez l'une, chez l'autre, donc j'allais beaucoup chez elle, elle allait aussi chez moi, et tu vois, nos parents, captaient pas Mhm. grand-chose, tu vois? Ouais, elles sont copines, elles sont meilleures amies, et donc là, je découvre en tout cas toute une sexualité, en fait, que je Mhm. connaissais pas à l'époque, et tu vois, ça me fait du bien, mais en fait, je vis cette passion, à 1000%, et donc mes notes ne s'améliorent pas, en fait. Ouais. On sèche les cours, tu vois, je profite de la vie, je fais des bêtises, enfin Mhm. voilà, Vous vous tirez pas vers le haut scolairement parlant. voilà, on est vraiment dans le plaisir, adolescent, Mhm. pur quoi, de découverte identitaire de qui on est. Et là, je rencontre pour la première fois une fille, qui, a la même orientation sexuelle que moi, Ouais. et on explore ensemble, tu vois, nos vies, tu vois? Est-ce que c'était un peu un échappatoire en fait pour toi? C'était un échappatoire, c'est sûr, et parce que moi, à la maison, avec mes notes, ça allait pas du tout. Mhm. Moi, à la maison, j'étais en rupture, Ouais. avec mes parents. C'est-à-dire que, c'était compliqué, tu vois? Devant la famille, on faisait, genre que tout allait bien, mais, à l'intérieur, c'était compliqué. C'était Mhm. compliqué, ouais. Donc moi, je cachais au maximum mes mauvaises notes, et tu vois? Voilà, et donc voilà. Et donc on vit ce moment un peu fougueux. Ah oui, et donc juste je voulais raconter, quelque chose juste avant la rencontre de cette personne. C'est que donc j'ai eu mon bac de français. Mhm. J'ai fait un très bon bac de français parce que en fait, quand il faut se monopoliser, je sais apprendre et je sais me donner à fond pour réussir en tout cas un objectif. Tu vois, j'avais 14 de moyenne à mon bac de français, mais on m'a quand même fait redoubler Mhm. parce que, mon année scolaire T'es pas bonne était par vraiment pas ailleurs. bonne, ouais. Et donc pour avoir ton dossier, enfin voilà, ma mère était toujours dans l'espoir, tu vois, Oui. que d'avoir, de bonnes écoles après, et cetera, tu vois? Mais c'est vrai que moi, à cette époque-là, je pense que si, je n'avais pas eu cette crise identitaire, j'aurais fait un très bon lycée, tu Mhm. vois? C'est parce que j'ai eu cette crise identitaire qui a passé avant tout, dans ma vie, Mhm. et cette relation amoureuse avec cette personne-là, je me suis donnée à 1000% jusqu'à me brûler les ailes et à mettre en défaut, tu vois, mon parcours scolaire. Parce que j'ai pas eu forcément d'ambition de me dire: «Ah, je veux devenir un tel, je veux devenir». C'est vrai que moi, à 14, 15 ans, bon, bah, tu sais pas forcément ce que tu Bien vas sûr. faire dans ta vie, tu vois? Oui. Oui, puis c'est d'autant plus compliqué quand tu es en train de te chercher. Ouais. Parce que déjà, quand on va dire on est dans le schéma classique, c'est compliqué. Mmh. Et si en plus on sait pas vraiment qui on est, et ce qu'on le sait vraiment de toute façon à ces âges-là, je pense que c'est d'autant plus compliqué, ouais. Ouais, après tu as des jeunes qui savent quand même, qui vont, tu vois? J'avais une copine, qui était, super focus avec son objectif, tu vois? Et j'adorais ça d'elle, Ouais. parce qu'elle était vraiment, focus sur son elle savait ce qu'elle avait envie de faire, et je trouvais ça, génial. Moi, à l'époque, j'avais pas du tout la maturité, encore, Mm. de me dire, voilà, je vivais vraiment le jour, et je me disais: «Waouh!» En fait, je me souviens, c'était une discussion qu'on avait avec ma meilleure amie, on se disait: «Mais, on ne sait pas ce qu'on va faire de notre vie. Est-ce qu'on est capable de travailler, en fait?» Tu vois? Oui. Je me souviens, on était assis sur le banc du lycée,
Et on se regardait, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de notre vie? Mais est-ce qu'on va être capable de travailler, tu vois? Et donc, ça Oui. nous fait encore rigoler aujourd'hui parce que des fois, on y repense, on se dit, ah ouais, imagine-toi encore au lycée, ce qu'on se disait à l'époque. Donc ouais, donc tu vois, donc je vis à cette année, vraiment à fond, avec, voilà, des ruptures avec ma famille, mais voilà, je sortais quand même. J'étais voilà en chute scolaire, et donc je vis en tout cas cet amour. Donc, j'ai arrêté de me scarifier, Mhm. parce que, bah, voilà, j'étais en tout cas dans ce rêve amoureux que j'avais envie en tout cas d'investir. Et puis, mes parents, voyant leur fille à la détresse, Mhm. on a eu plusieurs crises à la maison. Enfin, c'était très très dur en tout cas au quotidien. Ils prennent la décision de déménager. Mhm. Donc, c'est-à-dire, ils me sortent de cet écosystème, tu Ouais. vois, et après après le recul, je les remercie parce Mhm. que je pense que c'était nécessaire, parce que j'étais trop obsédée par cet amour fusionnel avec cette personne-là, que je me mettais moi-même, tu vois, en danger Ouais. pour mon avenir. Et donc là, mais bon, à l'époque, moi, je l'ai vécu comme une souffrance terrible. Oui, j'imagine. On me déchire de cette personne, on me déchire de cet écosystème, on me déchire de mon lycée, tu vois, on me Mhm. déchire de mes copines, on m'enlève et je vais à 45 minutes dans une autre ville, dans un nouveau lycée, en terminale. Donc je fais même des Ouais. personnes qui se connaissent déjà, je dois refaire tout ce côté-là. Mhm. Je l'ai vécu vraiment, j'étais mal. Oui, j'imagine, oui. Ouais, j'étais vraiment mal. Ouais. Euh, mais aujourd'hui, tu vois, je remercie mes parents parce que je pense que c'était vraiment nécessaire. Et donc là, en fait, bah, je reprends pied. En fait, tu vois, j'ai mis quelques mois à reprendre pied. Donc, à l'époque, tu vois, on avait des téléphones, mais c'était pas les téléphones d'aujourd'hui. Donc, on n'avait pas beaucoup Internet, donc je pouvais pas prendre de nouvelles quand je Ouais. voulais. Enfin, tu vois, j'avais pas de voiture, donc j'étais vraiment exilée en fait dans ma Ouais, nouvelle. ça t'a vraiment coupé. Ah ouais, ça Ouais. m'a coupé, ça m'a coupé. Euh, et, euh, et tu vois, j'avais quand même ma meilleure amie, qui est toujours ma meilleure amie aujourd'hui. C'était mon lien, mon fil Mhm. rouge. Et c'est une personne à cette époque, qui compte énormément, mais à cette époque, qui m'a énormément aidée, puisque voilà, c'était mon seul lien social, hein. C'était ma meilleure amie, Mhm. que je voyais régulièrement. Comme j'avais redoublé, donc elle était déjà en fac. Mais voilà, je sortais, en tout cas, j'allais. Mes parents m'ont quand même laissé beaucoup de liberté malgré tout. Mhm. Donc je prenais le train et j'allais la voir, tu vois, Ok. pour passer en tout cas du temps avec elle. Et donc là, c'est un peu comme une réhab, tu vois. Mhm. J'avais l'addiction de l'amour, et j'ai une vraie addiction à l'amour, de ressentir cette sensation de cœur palpitant, de ces mains qui sont moites, de vivre cette passion amoureuse. Mhm. Pour moi, c'était vraiment une quête de trouver l'amour. À l'époque, c'était vraiment, je voulais trouver l'amour. C'était, je veux une personne qui m'aime pour qui je suis. Et pour moi, ça a été ma première quête dans ma vie, c'était trouver l'amour. Ça n'a pas été une quête de carrière, ça n'a pas été une quête d'aventure. Mhm. C'était une quête d'amour, pour être bien, en tout cas, dans ma vie, tu vois. Ouais. Et donc là, donc là, je fais ma réhab. Pour moi, je l'ai vraiment vécu comme une réhab, tu vois. J'étais, voilà, et ça m'a calmée, en fait, puisque en fait, je me suis dit, il faut que je me ressaisisse, en fait. Et donc, je partais de loin, hein. Je me Mhm. souviens en mathématiques. J'avais fait ES option maths. Je me souviens du professeur qui me donne sa copie, il me regarde 3 sur 20, quoi, tu Mhm. vois. Mon premier, et j'étais dans une classe qui était très bonne. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a élevée, c'est que j'étais dans une classe vraiment avec un haut niveau. Et je me suis dit, ouais, je peux pas être le. Tu vois, Ouais. j'avais un peu une côté de fierté, tu vois. Je me dis, je peux pas être nulle, tu vois. Je me suis Ouais. dit, il faut que je me ressaisisse, tu vois. Et ce prof de maths, c'est une des premières personnes qui m'a aidée.
Tu vois, il m'a vraiment aidé parce qu'en fait, il m'a pas acheté la copie comme ça. Il m'a dit: «Écoute Maud, on va bosser ensemble», tu vois? Ok. Et donc j'ai aussi pris des cours de maths à côté, et lui m'a aidé. Après les cours, j'allais le voir pour faire des exercices. Il prenait du temps aussi en classe pour m'expliquer, tu vois? Je sais pas si tu te souviens des limites? Vaguement. 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 Et moi, je comprenais pas, en fait. Tu vois? J'étais là: «Mais c'est quoi ce truc?» Tu vois? J'avais énormément du mal à comprendre, tu vois, les limites, et après, tu vois, en prenant le temps, tu vois, avec aussi mon prof de maths, qui m'a assisté, qui m'a aidé, bah, j'ai pu en tout cas, avoir 13 de moyenne à mon bac, tu vois. Donc coef 8, je crois, à l'époque. Ça m'a fait du Ok. bien, tu vois. Donc j'ai eu mon bac au rattrapage, mais je l'ai eu du premier coup. Ouais. Et donc pour moi, c'était quand même une fierté parce que je revenais de très 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 loin Ouais. au niveau des notes. Et donc c'était le challenge à la maison, ça allait, c'était plus apaisé aussi. Et donc voilà, c'était une année un peu de remise à niveau pour moi, pour avancer en tout cas dans la vie, quoi. Mais avec toujours en moi, mes parents sont toujours pas au courant, cette crise identitaire de me dire bon bah qui je suis, qu'est-ce que je vais faire, et cette quête d'amour, c'est j'ai envie de trouver quelqu'un qui puisse m'aimer pour qui je suis, tu vois. Quand t'en parles, on dirait que t'as mis le focus effectivement sur la partie études sur Oui. cette année-là, ce qui atténue peut-être un petit peu toutes les autres questions. Pour autant, elles sont toujours présentes. Exactement, ouais, exactement. Mais j'avais vraiment fait un focus là au niveau de mes études où je pense que tu vois ce côté où mes parents et même pour eux, je me dis mon père, enfin où on vivait dans ce village, il y avait qu'une usine et mon père il travaillait à cette usine, il travaillait à 5 minutes de la maison en fait. Et là en fait mon père doit maintenant faire 45 minutes pour aller à son travail, donc ils ont aussi fait des sacrifices pour pouvoir me sortir d'affaires en fait, tu vois. Ouais. Et pour m'offrir une stabilité, tu vois, une stabilité émotionnelle pour les études, tu vois. Donc voilà, c'était un peu chaud. Et donc j'ai mon bac, trop contente. Je me dis waouh, ça y est quoi. J'ai pas redoublé parce que moi en fait j'avais peur c'était de redoubler ma terminale, ouais, à 5 ans au lycée, enfin tu vois, Ouais, je me suis dit, l'enfer. ouais, je me suis dit après je me dis tu vois, je me dis le collège, le lycée aujourd'hui, et c'est dommage, c'est qu'on t'apprend pas forcément les bonnes choses. Tu vois, moi j'ai fait un bac ES, j'étais très curieuse d'économie, etc. Mais on t'apprend pas aussi des choses manuelles, tu vois, des choses où les aspects financiers de ta vie, on t'apprend pas en fait à ok, j'ai mon bac, mais après à 18 ans, bah, je fais quoi en fait, tu vois, Ouais, complètement. et on t'amène pas à cette réflexion-là. Et donc, comme donc, je savais ce côté de moi qui était, voilà, si je fais une fac, je vais me reperdre. Et donc, je fais un DUT, GEVA. Et donc, je pars de chez mes parents, tu vois. Ok. Donc, je me dis, ouais, mes parents, quand même, ils m'ont fait confiance. Je pars, après tout ce que je leur ai fait subir, je pars de chez mes parents. Et donc là, tu vois, c'est quand même. Et donc là, je vis une époque assez libertine, donc, où je vais aller me découvrir au niveau masculin et au niveau féminin. Et donc, j'ai des relations mixtes. Et là, je profite. Donc, je tiens toujours ce cap. C'était un peu un deal un peu avec mes parents où je me dis, si j'ai pas de problème, si j'ai mes semestres, j'ai mes années, j'essaie de me donner en tout cas à fond, mais avec cette volonté vraiment de chercher au fond de moi, de retrouver cette passion, cette addiction pour tomber amoureuse en fait, Ouais. et ressentir cette passion amoureuse, le cœur qui palpite, et partager en tout cas, tu vois, un bout de chemin avec quelqu'un, tu vois. C'est ça qui m'animait au plus profond de moi, tu vois. Ok. C'est marrant, je relis les notes de quand on s'est Oui, préparé et je m'étais écrit son seul objectif, être aimé pour ce qu'elle est et en fait revivre ce que tu avais déjà vécu. Ouais. c'est ça, ouais. Et pourquoi tu prends ce chemin Tu parles du libertinage. Enfin, comment tu viens à prendre ce chemin pour essayer de revivre ça et
Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités? Enfin, c'est quoi un peu, à nouveau, émotionnellement, est-ce que tu as en tête à ce moment-là? Je me dis, j'ai envie quand même de rentrer dans le moule, hein. Ok. J'ai envie de rentrer dans le moule dans la société. Tu vois, à l'époque, il y avait une série qui était une série The L Word, qui est très connue dans l'univers lesbien. Et donc, Mhm. je regardais cette série. Et donc, c'est vrai que c'était des femmes euh, qui étaient libres au niveau de leur sexualité, etc. Ça m'embarquait en tout cas dans une nouvelle vie. Mais j'avais ce côté de ma culture française et de la culture où j'ai grandi. Bah ouais, il faut que tu aies un mari, des enfants, sinon tu vas être un paria toute ta vie, Mhm. tu vas souffrir, ça va être l'enfer pour toi, quoi, tu vois. Euh, et donc c'est là où je me suis dit, bon bah retente, tu vois, Mhm. retente. Et donc j'ai eu un petit copain hein, pendant une année, mais tu vois, c'était pas pareil. Je Ouais. sentais que c'était pas la même chose. J'adorais passer du temps avec lui. Il m'a beaucoup aidé à ce moment-là de ma période, de cette période-là, une certaine stabilité. Mais voilà, c'était pas la même chose. C'était pas la même passion, la même Mhm. folie que je pouvais ressentir, tu vois. Et dans la vie, l'amour, c'est une émotion qui, pour moi aujourd'hui, c'est la plus belle que tu peux ressentir, tu Mhm. vois. Cette passion que tu as pour quelqu'un qui peut même devenir une obsession. Tu vois, je sais pas si tu as vu sur Netflix la série Mon petit renne. Non, Non, j'ai pas vu. voilà, ça peut vraiment devenir aussi une obsession. Donc, comme tout dans la vie, une addiction, il y a Ouais. un côté positif et il y a aussi un côté négatif. Et donc moi j'avais un côté un peu obsessionnel aussi, hein, Ok. un petit côté obsessionnel, euh, mais euh, mais voilà. Et donc là je pars dans une période de libertinage, je tente plein de choses, et puis il y a notamment donc le voyage à Miami qui a défini donc pas mal de choses où je suis partie 6 mois donc à Miami nourrir des lémuriens en fin de vie Mhm. au zoo de Miami. J'arrive dans une famille péruvienne. Personne ne le sait. Moi, je suis toujours dans le closet, tu vois. Et donc là, je vis des moments super forts. Et là, je me dis, ouais, en fait, j'ai envie de voyager, en fait. Mhm. Tu vois, je me dis, c'est bon, là, la Charente, le Poitou-Charentes, ras-le-bol, tu vois. Ouais. Parce que j'étais encore dans le Poitou-Charentes, j'étais à Niort. Euh, et je me dis, Maud, il faut que tu ailles découvrir la vie, en fait. Mhm. Il faut que tu t'expérimentes plein de choses que tu dois expérimenter. Euh, donc, je pars en Finlande et je pars en Moldavie, donc faire un service européen volontaire. J'étais paumée hein, encore. Hein. Mhm. J'ai fait finance parce que ma meilleure amie avait fait finance. J'ai fait, tu vois, j'avais pas de, tu vois, j'arrivais pas à me projeter. Mhm. J'avais aucune projection de moi après 6 mois, quoi, même Ouais. pas 3 mois, tu vois. Tu Ta vois, seule quête, c'était l'amour. je voulais juste trouver l'amour et ressentir ce besoin cette sensation-là de folie. J'ai eu aussi une relation un peu ambiguë et compliquée à un moment donné avec une femme qui m'a fait emmener, tu vois, traverser un pays, tu vois. J'étais vraiment folle, tu Mhm. vois. J'avais envie d'avoir quelqu'un qui m'aime, tu vois. Est-ce que ta quête, c'était uniquement l'amour ou c'était aussi une quête forte de te trouver? Je pense que c'était une quête de me trouver et puis, tu vois, mes parents m'aiment, mais comme je l'ai dit, donc j'ai grandi avec 2 cousins, il y avait beaucoup de comparaisons, j'avais une estime de moi qui était un peu faible, hein, tu Mhm. vois? Et je me suis dit, faut que je quelqu'un m'aime, tu vois? Mhm. C'était, Ok. j'ai besoin d'être aimée, tu vois? Ouais, ouais. Ouais, c'était un peu D'où toutes les expériences. voilà, toutes les expériences et j'ai jamais tu vois? Et cette période de libertinage, ça a duré, 3-4 ans, Mhm. j'ai jamais retrouvé cette émotion-là que j'avais Mhm. ressentie au lycée, à part avec cette, femme que j'avais, c'était une ancienne amie, avec on s'est retrouvés un peu plus tard, où là, ça a été une passion puisque j'ai traversé un pays, j'ai fait, 24 heures de voiture, enfin, tu vois? Ok. Et moi, c'est ça que j'aime. J'aimais à l'époque, c'était un peu ce côté fougue, Ouais. de me sentir vivante. J'avais Mhm. besoin de me sentir vivante.
Et me scarifier quand j'étais jeune, c'était pour moi aussi un signe de me sentir vivante, d'exister, tu vois. Euh, et ça, ça a été une quête dangereuse. Ça a été une quête dangereuse puisque j'ai essayé plein de choses. Et donc, je pars en Moldavie. Je pars en Moldavie. Et là, en fait, ben voilà, c'est la Moldavie, hein, donc déjà, mes parents, ils me disent... Mais en fait, mes parents, je me dis... Après, tu vois, je me dis tout ça. Parce que mes parents, en fait, après, à un moment donné, avant la Moldavie, j'avais fait un dossier de 21 pages pour faire un tour du monde. Je crois que j'avais 20 ans. J'avais posé sur la table de la cuisine et j'étais partie. J'étais partie en mode... j'avais fait un prêt à la banque. Partie. Je crois que c'était après Miami où je me suis dit, après Miami, il faut que je parte, il faut que j'aille vivre des aventures, il faut que je fasse des choses. Euh, et mon père m'appelle et là il me dit, non, tu partiras pas, c'est pas possible, tu vas mourir. Enfin, tu vois, c'était le drama à la Voltaire, tu vois. Et, euh, et donc, je suis pas partie, tu vois. Mais donc là, tu vois, je leur dis, je pars en Moldavie, je fais un service volontaire. Donc, je pense que le fait que ça soit aussi sous la coupole de l'Europe, et que ça soit un service pour les jeunes, ils se sont dit, let's go. Mais la Moldavie, proxénétisme, enfin, c'est un pays encore, tu vois, sous la joug de la Russie. Enfin, tu vois, même s'ils sont indépendants. Et j'ai adoré mon aventure en Moldavie, mais c'est un autre monde, tu vois. Donc j'arrive, déjà, je prends un avion à Hélice. Je me dis, waouh, je vais mourir, c'est pas possible, comment je vais survivre? Et donc, quand même, c'était bien organisé parce que j'avais une tutrice sur place. J'avais rencontré un des volontaires dans l'avion. Enfin, voilà, c'était juste génial parce qu'on était 30 volontaires et on était une petite famille à Chisinau, en Moldavie. Et donc là, en fait, je mange avec mon amie et ma tutrice, et là, je vois une femme passer, et là, j'ai un coup de foudre, tu vois. Je me dis, waouh, c'est qui cette personne? Elle me calcule pas du tout, tu vois. Je dis, j'en parle pas, tu vois, c'est intérieurement, je suis encore dans le closet. Ouais. Personne ne sait, à part ma meilleure amie, que j'aime les femmes, tu vois. J'avais fait cette démarche auprès de ma meilleure amie, qui m'a acceptée sans problème. Et juste À quel moment t'as fait cette démarche avec ta meilleure amie? Je l'ai faite à 18 ans. Ok. Ouais, Ok. je l'ai faite à 18 ans. Et ma meilleure amie a vécu cette période de libertinage qui a été intense, qui a été très dure. Et un moment, juste pour raconter aussi dans l'esprit que j'étais, une fois, j'ai failli faire une tentative de suicide et de me jeter en fait sur le métro de Paris. C'était le Nouvel An, on avait décidé d'aller à Paris et j'en avais marre de ma vie, j'en avais marre de me sentir seule, j'en avais marre de mon quotidien, j'en avais marre de tout. Et j'ai voulu sauter, et c'est son copain qui m'a rattrapée. Donc elle a vécu, tu vois, pas mal de choses, en tout cas au niveau. Donc j'étais pas bien aussi dans cette période de libertinage. J'étais triste, parce que je me sentais seule, tu vois, seule au monde. Ok. Et donc Moldavie, Moldavie. voilà la Moldavie, donc je vois cette femme, je fais waouh, magnifique, oh là là, un coup de foudre, mais elle me calcule pas. Et puis bon, on n'est pas beaucoup de volontaires, tu vois, donc et donc il y a après coup, elle m'a raconté ça parce que cette femme est devenue ma femme, mais après coup, moi j'étais sortie aussi, genre une semaine après au bar, elle m'a vue et je l'avais pas calculé parce que j'étais avec mon groupe de copains. Et voilà. Et donc, on part, lorsque tu fais un service européen volontaire, tu pars une semaine faire un onboarding. Donc, on est parti en Ukraine, à Slaske. Elle ne devait pas partir, hein, puisqu'elle était en fin de service. Et moi, je démarrais un service européen pendant 1 an. Donc, je restais 1 an, en tout cas, à Chisinau. Mais elle y va, le destin fait qui nous réunit, en tout cas, à Slaske. Et là, c'est un peu le coup de foudre. Moi, à l'époque, je n'étais pas du tout végétarienne. Elle est végétarienne, puisqu'elle a des origines aussi indiennes. Donc, quand ils disent c'est qu'il est végétarien, moi, comme ça, tu vois, hop, je lève la main, je suis végétarienne, tu vois, pour être à la table avec elle, tu vois. Et donc, voilà, et donc la journée, on faisait des activités, et puis le midi et le soir, on se retrouvait à table. Et donc, moi, comme j'arrivais souvent en retard
au déjeuner. Il y a une fois où voilà, j'étais très en retard. Ma femme, en tout cas, voit que la seule place qui reste, c'est en face d'elle. Mhm. Et là, j'arrive et pour la première fois, on parle. Parce qu'on n'a jamais parlé, en fait. Ouais. C'était juste des regards. Tu vois, c'était juste des regards puissants. Je sentais que il y avait en tout cas quelque chose Mhm. d'autre qu'une potentielle amitié. Parce que c'est très dur en tant que femme. Tu te prends des râteaux en fait tout le temps, hein, parce Ouais. que c'est très dur de se dévoiler. C'est 2 fois plus dur. C'est dur aussi en tant qu'hétérosexuel, mais en tant qu'homosexuel, c'est encore 2 fois plus dur Mhm. parce que tu as cette peur du rejet, tu as cette peur qu'on se moque de toi, tu as cette peur d'être un paria. Mhm. Et donc, moi, je tentais des trucs, mais je faisais quand même attention. Je faisais quand même attention. Ouais. Et donc, on se dévoilait pas tout de suite. Ça prenait beaucoup de temps, en fait, pour se dévoiler à 100%. Et donc, on converse. Et là, tu vois, tu le sens. Tu sens, tu as des personnes comme ça. Tu leur parles une fois et tu sais que ça va être des amis pour la vie, en fait. Ouais, complètement. Tu vois, c'est des matchs d'énergie, des Mhm. matchs humains qui se font. Et là, c'est ce qui se passe. On parle et on connecte tout de suite, on s'adore tout de suite. Mhm. Et donc, voilà, et donc on passe une semaine ensemble, tu vois, elle me cherche, je la cherche. On se cache, on dit qu'on est avec des copains, donc c'est-à-dire qu'on s'invente. Moi, je me suis toujours inventé une seconde vie. Mhm. Et donc, elle me dit qu'elle est avec un copain. Moi, je lui dis que je sors d'une relation un peu compliquée avec avec un homme. Donc en fait, on pense que on est hétérosexuel, mais en fait, on est du même, voilà, on est homosexuel, tu vois. Euh, et, euh, et donc, on revient à Kishino. Et donc, à l'époque, hein, c'était en 2011. Hein, donc, les téléphones portables, c'était pas ça, hein, Ouais. juste pour préciser. Et donc, je lui demande quand même son numéro de téléphone, parce qu'on avait des petits Alcatel, tu sais, avec les touches, Ouais. voilà, les trucs un peu vieux. Euh, elle me donne pas son numéro, tu vois. Ok. Ouais, elle me dit non. Donc, je vais sur Facebook à l'époque, tu vois. Donc, je vais la chercher. Comme on avait des volontaires en commun, tu vois, j'allais essayer de trouver et je la trouve, tu vois. Je la trouve et je lui envoie un message. Je lui dis, écoute, tu veux pas venir ce soir? On va faire une soirée avec d'autres volontaires. Elle vient. Donc, on crée une relation, voilà, pendant 3 semaines et elle va repartir. Mhm. Moi, je dois rester 1 an en fait à Kishino. Et moi, j'ai lié des liens très très forts avec des volontaires Mhm. où on s'imaginait faire le tour de l'Europe, partir en Australie, vivre en tout cas cette vie un peu de nomade. Et j'avais trouvé des personnes à ce moment-là qui étaient prêts à le faire avec moi. Mhm. Pas il y a, quand j'avais 20 ans, où j'étais toute seule, où j'avais préparé mon tour du monde et mes parents flippaient. Je pense que là, j'aurais pu vraiment réussir avec d'autres personnes Mhm. de réaliser. C'était un de mes rêves, c'était de faire le tour du monde et donc ça, c'était un rêve qui a été très dominateur en moi de faire ce tour du monde, Mhm. que j'ai pas fait encore, parce que l'amour a dominé, en tout cas, plus que cet autre rêve-là. Et donc, voilà, on tombe amoureuse, en fait. On tombe Mhm. amoureuse. Et un des derniers soirs, je me souviens, il est 3 heures du mat, on regardait des films de Bollywood. Et là, je sais plus si c'est elle ou si c'est moi. Là, on avoue, en fait, qu'on aime les femmes. Et voilà, on commence une relation amoureuse. Et là, j'ai mon cœur voilà, ça y est, je retrouve Tu retrouves les les sensations. sensations d'addiction, tu vois, Ouais. la dose d'amour. Et je me dis, waouh, là, en fait, j'ai une personne avec qui on a une relation super forte. On a une histoire de dingue. Mhm. Je peux pas la perdre, en fait. Je suis à Kishino. Elle vit au Portugal, elle est portugaise. En fait, je me dois en fait de faire quelque chose. Donc, elle part. C'était horrible. Cette souffrance. Donc là, je retourne dans une souffrance horrible la souffrance de mon adolescence. Mhm. Et je me dis, ah non, je vais pas retomber en fait dans ça. En fait, c'est pas possible. Et donc, donc je dis, donc en fait, le service européen, c'est un programme qui est bien contrôlé Mhm. avec la Maison de la Jeunesse des régions.
Et donc, en fait, tu as un référent. Tu peux pas quitter comme ça ton programme SVE parce que l'Europe donne de l'argent à une association ici à Kishono. Donc, voilà, il y a beaucoup de liens. Et donc là, en fait, je dis, waouh, qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai cette valeur qui est quand je commence quelque chose, je le finis quand même, tu vois. Mais là, c'était trop fort. Et je dis à mes parents, je dis, bon, bah, je suis trop malheureuse à Kishino, ce qui n'était pas vrai du tout, puisque Ouais. c'était une période extraordinaire dans ma vie. Mais je dis, mais voilà, j'ai envie d'apprendre le portugais. Ok. Tu vois, et là, mes parents, en fait, je pense qu'ils étaient tellement. Après, ma mère, on en a reparlé cette période-là, elle m'a dit, en fait, j'avais tellement peur que tu restes à la maison à ne rien faire que je préférais que tu partes. Tu Ok. vois. Peu importe ce que tu faisais, mais... Elle m'a dit, peu importe ce que tu faisais, je préférais que tu ailles trouver ton chemin. Et toi, je trouvais ça admirable parce que c'est vrai qu'ils m'ont pas embêté entre guillemets à tester des choses, à me lancer. Ils ont toujours préféré. Ma mère avait fait son deuil que je devienne médecin, avocate, etc. Elle avait fait son deuil et je pense que peut-être elle, c'est son parcours à faire. Mais je pense que voilà, les notes ont été trop fortes Ouais. sur nous et je pense que ça crée une pression qui n'est pas forcément positive sur les enfants. Et le fait de laisser faire, je pense, c'est une bonne pratique avec notamment un peu de structure. Mais ils m'ont dit OK, tu vois. Donc, et pour moi, c'était quand même important d'avoir leur aval. On pourrait me dire, oui, tu avais 21 ans, tu étais majeur, tu fais ce que tu veux de ta vie. Mais quand même, j'étais quand même assez jeune, tu vois. Ouais, bien sûr. Et voilà, et juste aussi sur le côté financier, puisqu'on n'avait pas beaucoup d'argent, hein, donc, mais tout ce que j'ai fait, ça a été financé soit via des prêts, et donc j'avais contracté des prêts, notamment pour partir à Miami, Ok. pour payer aussi mes études. Quand j'avais fait mon master 1 en finance, mais j'avais fait aussi une partie en Finlande, en Erasmus, Ok. et donc j'avais fait un prêt pour me payer en fait la possibilité de partir et je travaillais aussi l'été, tu vois. Donc c'est juste ce côté-là où le côté financier, mine de rien, je l'avais surmonté. Peut-être que par rapport à d'autres qui peuvent avoir des difficultés, il ne faut pas hésiter. En Ouais. France, on a la chance de pouvoir faire des prêts. Et c'est une vraie chance, tu vois. J'ai travaillé pour une start-up, notamment en Afrique. Ils ne peuvent pas faire de prêts. Ou ils peuvent faire des microcrédits, tu vois. Donc c'est une vraie chance. Et donc si on est jeune, et moi j'étais paumée, hein, c'est vrai que j'avais pas forcément conscience que mon prêt je devais forcément le rembourser, tu vois, à l'époque. Mais voilà, il faut parier sur soi jeune et de se dire si j'ai envie de partir réaliser ça, je peux y arriver même si j'ai pas le support de ma famille. Il y a d'autres organismes, il y a d'autres façons d'aller financer en tout cas ces projets. Et donc les prêts, le travail l'été, c'est ce qui m'a permis, tu vois, de réaliser ces rêves-là. Et le service européen volontaire, c'était payé en fait. J'avais une petite indemnité tous les mois pour survivre. Et donc je pars comme ça, mais des fois j'étais en moins 600 €. Hein. J'ai fait des chèques en blanc. Enfin, tu vois, des fois j'allais assez loin, je vendais des trucs. Enfin, tu vois, je me débrouillais pour trouver en tout cas de l'argent. Et donc je vais je vais au Portugal, tu vois. Et avec ma femme, enfin, on n'a aucune relation intime, tu vois. C'était pur de l'émotion, tu vois, des sensations, voilà. Donc je pars comme ça. Je lui dis, écoute, je viens, tu vois. Et elle me dit, oh, mais t'imagines pas, moi, j'étais pas. Elle avait en plus quelqu'un dans sa vie avec qui elle s'est séparée. Elle voulait se séparer, mais elle avait encore un process. Et moi, je lui dis, j'arrive en fait. J'arrive là dans 2 semaines. Enfin, je règle mes histoires et je viens te voir et advienne que pourra, tu vois. Et donc voilà. Et donc voilà. Et donc pour nous aussi en tant que couple, c'était qui tout double. Soit ça match, soit ça match pas. Et heureusement, tu vois, ça. A priori, ça a matché. Voilà, 13 ans après, tu vois, ça a matché. Plus de 13 ans, ouais, 13 ans, ouais. Et donc je vis cette histoire d'amour
au Portugal, donc loin de ma culture française, dans une autre culture, avec voilà, la personne qui devient ma femme. C'est génial. Je fais un petit boulot de service de customer support, tu vois, pour une boîte suisse, où il fallait parler français, tu vois, je gagnais bien. Pour moi, tu vois, j'avais jamais eu d'ambition financière, aucune ambition, aucune ambition, on va dire, carrière. C'était vivre mon amour d'être heureuse comme ça, quoi, tu vois. Ok. Et, et donc mes parents viennent, et donc on est des copines, mais on dort dans le même lit, quoi. Donc mon père après il m'a raconté qu'il avait trouvé ça un peu étrange quand même, Ouais. et donc il est temps pour moi, tu vois, moi j'avais fait une cassure entre mon M1 et mon M2. C'est là où j'avais envie de faire de l'humanitaire. Où ça s'est pas fait, et c'est à ce moment-là où je vais dans le monde RH. J'avais, lors de cette période au Portugal, fait beaucoup de dossiers. Peu d'écoles m'ont accepté. Il n'y a qu'une école qui m'a accepté, c'est l'IAE de Brest, puisque j'avais réussi à trouver un apprentissage. Et ça m'avait attristée. Parce que moi, mon rêve, c'était aller à l'IAE de Bordeaux. C'était l'IAE de Bordeaux que je voulais faire, ou l'IAE de Poitiers. C'était de rester, en tout cas, dans la région. Et donc ma mère, mes parents m'ont toujours malgré tout aidée pour déménager, ils m'ont toujours supportée, et j'ai la chance, c'est une vraie chance après coup, même ici, tu vois, ils m'ont aidée à aménager dans mon appart à Bordeaux à 33 ans, tu vois, à 36 ans. Ils m'ont toujours aidée, ils m'ont toujours supportée, même voilà. Et mes parents, tu vois, je leur en veux pas. J'ai aucune rancœur envers mes parents puisque ne le savaient pas. Et ils ont eu aussi besoin de grandir. Et en 13 ans, on en a fait du chemin tous ensemble. Mais à cette époque, j'avais donc 22 ans, 22, 23 ans. Ma mère, j'aménage à Brest. Ma mère dit, écoute, je t'emmène. Donc c'est 7 heures. C'est 7 heures de route. Ouais. Et là, ma mère, dans la voiture, elle me dit, toi et cette fille, est-ce que vous êtes ensemble, tu vois? Et donc là, dans ma tête, j'ai une seconde, soit j'assume ou soit je renie, tu vois? Et là, je lui dis oui, tu vois? On n'en parle plus. Elle m'aménage, elle repart. Je fais mon master. Donc mon apprentissage finissait en août. Cette personne vient l'été, passer 3 semaines, tout se passe bien. Et elle repart, et donc moi je restais, puisque donc là on a eu une année où on vivait en séparés, on a eu 2 années à distance. Et là, ma mère me dit, genre 2 semaines après que cette personne parte, que ma femme parte, enfin qui n'était pas ma femme, mais ma copine parte, elle me dit, c'est quand que tu vas trouver un mec? Ok. Ouais. Parce que encore dans cette tradition française, ma mère pensait que je m'amusais, tu vois. Ouais. Tu vois, je pense que mon père, lui, il avait plus lui, tu vois, je pense qu'il s'en foutait un peu, tu vois. Il dit, bon, elle fait ce qu'elle veut, tu vois, c'est sa life. Ok. Mon père, il était toujours un peu comme ça. Ma mère, elle avait besoin un peu de ce statut social, peut-être envers la famille ou envers la société, d'avoir des enfants qui réussissent et des enfants qui aient ce schéma traditionnel, tu vois, en famille. Ouais. Et là, elle pète un câble. Et là, on pète des câbles. Parce que du et coup, tu lui réponds quoi à cette question? je lui dis, bah, tu sais, la personne qui est venue je te l'ai déjà dit, c'est la personne que j'aime. On n'en avait jamais reparlé, à part cette conversation, mais ça a duré 1 minute, cette conversation dans la voiture. Et je pense qu'elle l'a digéré comme on en a parlé, elle l'a digéré de son côté, pas bien. Elle a accepté qu'elle vienne, je ne sais pas pourquoi, mais elle a accepté qu'elle vienne. Et après, elle me sort ça. Et là, je lui dis non, en fait, moi, j'aime les femmes. Et donc là, je lui redis, en fait, avec mes mots, je lui dis,
Et là, ça part en cacahuète dans la Ouais. maison. Là, c'est la pire journée, la pire nuit que j'ai vécue, puisque là, voilà, mes parents ont toujours eu des problèmes pour gérer leurs émotions. Donc ça a toujours été le feu à la maison. Donc ils s'embrouillaient quand même pas mal, pas mal. Et moi, j'ai un peu hérité, en tout cas, de ce côté aussi un peu fiery, donc voilà, de feu. Et donc, ben voilà, quand tu as une personne en feu, et maintenant, tu vois, c'est l'apprentissage que j'ai, c'est quand tu as une personne en feu, toi, il faut que tu restes calme. Parce que Ouais. si tu commences à être toi en feu, c'est là où il peut arriver des choses très très tristes, très très tristes. Mais là, voilà, il s'est passé ces deux feux qui sont partis en cacahuète. Donc en plus c'était la veille de mon master, donc c'était de la soutenance de mon master, donc j'avais beaucoup d'enjeux aussi au niveau de, voilà, j'avais fini mon master 2 quoi. Pour moi c'était aussi avec 14 de moyenne, donc tu vois une vengeance, Une belle ouais, une réussite belle par rapport réussite, à... ouais, c'était une vengeance, tu vois. Pour moi j'ai la mention bien sur mon master 2 en RH, tu vois. Euh, et donc, là, c'est la nuit de l'horreur. Donc voilà, on se bagarre. Voilà, c'est des choses dont moi je suis pas très fière et je pense que ma mère non plus. Euh, et mon père, mon père, lui, il est un peu entre les deux là, Ouais. dans cette maison qui crie, voilà, et c'est horrible. Voilà, il met court, il dit bon là, arrêtez tout de suite, sinon ça va mal finir. Et donc là, moi, je pars. C'est-à-dire, je prends mon sac à dos. Et je pars. Je pars de la maison. J'en avais fait quelques fugues quand j'étais ado aussi. Je pars de la maison et je vois mon père courir derrière moi en mode non, 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 attends, attends, t'as la veille de ton master. Enfin, même pour eux, tu vois, c'était quand même une réussite aussi pour eux. Ouais. Moi, j'avais peur, j'avais peur d'être dans le foyer quand même, mais je me dis, bon, bah, il faut quand même que je reste là. Mais avec ma mère, pendant quelques années, on se parle pas en fait. Donc je reste à la maison et puis le lendemain, je fais ma valise, je fais ma soutenance et je repars en fait. C'est ce qui s'est passé. Et pendant, tu vois, quelques années, on se reparle pas parce que ça a été trop dur cette soirée-là. Trop violent. Trop violent, ouais. Ouais. Ça a été vraiment violent. Ça a été violent des deux côtés. Ouais. Ouais. Donc c'est une rupture, une cassure. Et je pense que ma relation avec ma mère n'a jamais survécu à cette journée-là. Et des fois, j'essaie d'en reparler avec elle et elle le voit pas, tu vois, elle le comprend pas. Parce que ça a été une journée, tu vois, très, très, très intense. Ouais. Okay. Une journée très intense. Ouais. J'imagine qu'émotionnellement, c'est hyper compliqué. Ouais, je sais pas comment j'ai fait pour faire ma soutenance, mais j'étais cassée en fait. J'étais mal. En fait, je me disais, waouh, enfin, là, ça fait 10 ans, depuis mes 14 ans, donc là, j'ai 23 ans. 10 ans de galère, de machin, de mauvaises notes, de cris, de recherche de soi, c'était de la souffrance, tu vois. Et là, je me dis, waouh, je suis apaisée, j'ai trouvé l'amour de ma vie. J'ai un master 2. En plus, j'ai eu la chance, c'est qu'après mon apprentissage, j'ai eu un VIE à Bruxelles. Et donc, j'ai une entreprise. Je savais déjà que j'allais partir à Bruxelles et que j'allais construire mon avenir professionnel. Ouais. Donc, ça y est, j'étais partie. Tu vois, j'étais partie dans ma fusée, là. C'est bon, là, j'ai eu 10 ans de galère. Mais c'est bon, là, j'étais retournée dans le droit chemin. Et je vis cette cassure-là. Donc, pour moi, je l'ai vécu vraiment, c'était très dur. Ça m'a déchiré le cœur, tu vois. Ouais. Ça m'a vraiment déchiré le cœur. Et j'en ai voulu à ma mère, ouais. J'en ai voulu beaucoup à ma mère et à mon père aussi, parce qu'il n'a pas non plus agi quand ça s'est passé. Après, c'était très, très violent. On s'en est parmi, tu vois, de cette période-là. Ouais. Ok. Bon, au moins, tu as fait l'annonce. Oui. Quelque part, oui. Il y a au moins ça qui a été fait. Ouais. C'est quoi la suite, du coup, notamment à l'étranger et j'oriente un tout petit peu la question, mais c'est 5 années
crois que tu passes à Londres après. Exactement, ouais. Donc je fais mon VIE et puis avec ma femme, on se dit, bon, bah, ma femme, on se dit, bon, bah, on va. Elle, elle avait sa maman qui était en Angleterre Ok. et donc elle embrassait une carrière d'assistante sociale. Et en Angleterre, ils ont un système qui est plus avancé au Portugal ou en France. Et donc, on part d'un accord commun, on se rejoint en Angleterre, vivre notre couple en libre. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et là, j'ai eu 5 ans, en tout cas, génial, parce que Londres a été pour moi la meilleure ville pour m'assumer en tant que femme lesbienne, parce que quand je suis arrivée, ben moi, j'ai jamais vu ça. Des punks, des hommes et des femmes qui s'embrassent dans la rue. Enfin, voilà, tu peux être qui tu veux, peu importe ce qui se passe, en tout cas. Euh, on t'aime tel que tu es, on te regarde pas, on te calcule pas, tu vis ta vie, et c'est ça Londres, tu vis ta vie, tu travailles, et voilà, t'es heureux. Nous encore, avec ma femme, on n'a pas fait notre coming out professionnel, enfin voilà, on se tenait pas encore beaucoup la main, tu vois, on était encore très timide sur ces moments-là, et puis à un moment donné, c'était notamment avec un ami, un client. J'avais présenté ma femme comme une amie et on a eu une discussion le soir en mode ça ne se reproduira plus, mais voilà, il faut qu'on assume maintenant. On est dans un environnement qui est bienveillant. Je pense pas que je l'aurais aussi fait si facilement si j'avais été en France. Ouais. Et voilà, on se tenait la main, on s'embrasse. C'est ma femme et voilà, il n'y a plus de questions. Et donc là, on vit 5 ans, voilà, de liberté. On se construit professionnellement. On s'assume en tant que femme, on fait beaucoup la fête. Je rencontre aussi pour la première fois des copains gays en entreprise. Donc ça aussi, c'était très fort pour moi, parce que pour la première fois en entreprise, j'ai des personnes qui aussi ont vécu la même difficulté dans leurs adolescences, Ouais. tu vois, de recherche de soi, de crise identitaire. Donc je me dis, waouh, je suis pas toute seule en fait. C'est normal d'avoir vécu ça, parce que ça fait partie de ta construction, en tout cas humaine. Et je suis contente de l'avoir fait aussi jeune aujourd'hui. Parce que sinon, il y a encore des hommes et des femmes qui se sont inventés toute une vie et à 50 ans, qui découvrent, qui quittent tout un écosystème pour vivre leur amour et leur sexualité aux yeux de tous et de toutes, tu vois. Donc moi, j'ai fait ça très tôt, et puis j'ai cette stabilité de l'amour, c'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui m'aime, qui me soutient dans mon quotidien, qui me fait avancer, avec qui j'ai grandi. Et donc, voilà, à Londres, j'ai aucune ambition particulière. Je fais du recrutement, je suis contente, j'aide des personnes dans leur carrière. J'ai une première aventure entrepreneuriale, donc je commence à mettre le nez dans l'entrepreneuriat à l'époque, tu vois. Avec la French Tech, avec French Square, voilà, on avait pas mal un réseau d'entrepreneuriat qui était assez riche à cette époque-là en France. Et donc, je vois aussi que je peux gagner plus que 2000 euros par mois, tu vois. Et donc, je déconstruis tout ce que ma culture provinciale, moi, tu vois, c'était tu vas gagner 2000 euros, tu vas habiter à côté et c'est très bien, je porte pas de jugement, tu vois, et voilà. Mais là, je me rends compte qu'une autre vie, une autre voie est possible, en fait, tu vois. Que je peux gagner bien ma vie, que je peux bien vivre. Et donc, je me dis, waouh, c'est super, c'est trop bien. Donc, j'ai une aventure entrepreneuriale, j'ai des aventures salariales. On achète un premier appartement avec ma femme au Portugal. Donc, tu vois, on construit, on bâtit. On est vraiment dans de la construction de vie. J'ai adoré ces années à Londres.
Puis après, on a vécu à Paris 2 ans, donc là où j'ai aussi grandi en termes de carrière RH. Et c'est là où mes ambitions, c'est à Paris où mes ambitions ont grandi, puisque j'ai été première recruteuse dans une start-up. Mhm. Là, j'avais envie de devenir responsable RH, puis dans une scale-up, avoir plus de challenge. Après, je me suis lancée à mon compte. Et puis là, j'ai envie de lancer plein de projets pour ma communauté RH, avec le festival RH, Mhm. avec le temple RH. Et c'est là où l'ambition grandit, tu vois, l'ambition business grandit de plus en plus, où je me dis, ouais, j'ai envie de pouvoir demain donner, pourquoi pas, un héritage à mes enfants, tu vois. J'espère un jour, en tout cas, avoir des enfants voilà, vivre bien, avoir un impact aussi dans le monde, tu vois. Là où, tu vois, au niveau politique, c'est pas la joie en ce moment. Mhm. Et je sens que aussi j'ai des envies d'accompagner, tu vois, mes concitoyens et mes concitoyennes, tu vois, la vie sociale, j'adorerais, tu vois, être une maire d'une ville ou d'être députée pour pouvoir impacter la vie quotidienne, tu vois, des personnes, tu vois. Et je me dis, waouh, j'ai 36 ans, j'ai encore tellement à faire, tu vois, et à construire, et je trouve ça génial. Ouais. C'est incroyable parce que tu as passé, je pense, quasiment 1 heure à nous dire que tu n'avais pas d'autre ambition dans la vie que l'amour. Ouais, Et bah, depuis que tu l'as trouvé, tu as plein d'ambitions en fait. exactement. C'était vraiment c'était ce point. Et je pense que si je n'avais pas trouvé l'amour, je ne serais pas la mode d'aujourd'hui, tu Mhm. vois. Mhm. Je serais pas où je serais, mais je serais potentiellement encore paumée, tu vois. Ouais. L'amour, ça m'a apporté la stabilité, ça m'a apporté la confiance en moi, ça m'a apporté d'être en paix avec moi-même, Mhm. tu vois. Euh, j'ai déjà vécu 1000 vies, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Et ça, je le raconte plein de fois. J'ai fait tellement de bêtises, j'ai vécu aussi, j'ai voyagé, tu vois, donc j'ai vu aussi des choses extraordinaires. Et donc, pour moi, tu vois, je commence une deuxième vie Ouais. aujourd'hui, tu vois. Ouais. Et c'est ce que tu me disais, tu m'avais conseillé un livre que je vais lire. Et tu vois, ça me fait des émotions parce que je me dis, je fais un deuil, Mhm. tu vois. Et là, je grandis Ouais. depuis 2, 3 ans. Je trouve Ouais. ça énorme, tu Ouais, vois. c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Justement, quel regard tu poses aujourd'hui, Mm. la mode d'aujourd'hui, quel regard elle pose sur toutes ces 10 années de tes 14 à tes 23 ans? Ouais, ça a été dur. Ça a été une période difficile, tu vois. Mais après, tu vois, je l'ai fait et je suis un peu tête brûlée, tu vois. Donc, j'avais quand même ce feu en moi voilà, ces objectifs. Donc, tu vois, je me suis toujours donné quand même les moyens de réussir. Mhm. Et c'est ça aussi que je veux partager, c'est que c'est pas parce qu'on est différent qu'on peut pas réussir, tu vois. C'est juste qu'il faut qu'on se donne les moyens. Moi, je viens pas d'une famille riche, tu vois. Mhm. Je me suis vraiment autofinancée mes études. Mhm. Tu vois, j'ai pas pu faire des grandes études, mais c'est pas grave. Mhm. C'est pas parce que j'ai pas fait les grandes HEC, ESSEC, etc. Que quand j'étais responsable RH, je gagnais plus que des ingénieurs qui bossent, des développeurs qui Mhm. bossaient dans l'entreprise, tu vois. Donc pour moi, le diplôme ou l'école ne définit pas qui tu es, tu Mhm. vois. Ce qui définit qui tu es, c'est les actions que tu vas prendre dans ton quotidien. Et donc c'est ça, c'est de se dire, c'est d'avancer, c'est faire des pas. Et c'est génial parce qu'on est en France, on est en Europe. Aujourd'hui, il y a des programmes pour les jeunes pour financer leurs études et aussi travailler et réaliser des ambitions internationales, comme moi j'ai eu de voyage. Erasmus, le service européen volontaire, il y avait aussi Da Vinci à l'époque pour partir plus loin. Mhm. Et donc il faut vraiment se renseigner parce que en fait, on peut passer à côté d'une expérience qui peut changer la vie. Moi, Miami, ça a changé ma vie. Mhm. Partir en Moldavie, ça a changé ma vie. Donc, Londres a changé ta vie. Londres a changé ma vie, tu Ouais. vois. Tu vois, rencontrer les personnes que j'ai rencontrées à Londres au niveau de l'entrepreneuriat, ça m'a ouvert à d'autres choses, tu vois. Partir à Paris, ça a changé ma vie Mhm. puisque j'ai rencontré le CEO qui m'a fait énormément confiance. Et donc c'est ça, tu vois, donc aujourd'hui, j'emporte un regard bienveillant, tu vois, Mhm. même si je sais que j'ai beaucoup souffert, tu Mhm. vois. Euh,
Parce que des fois, voilà, comme je te dis, je me retrouvais à moins 600 sur mon compte. Je faisais des chèques en blanc partir quelque part ou pour me Mhm. payer un truc, tu vois. Ouais. Mais ça fait partie de ce passé-là. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai un œil bienveillant. Et je me dis, waouh, vraiment une étoile sur ma tête parce que vu toutes les bêtises que j'ai faites, Mhm. j'ai une étoile sur la tête qui veille sur moi. Et voilà, donc je veux vraiment dire ça aux jeunes, c'est de continuer et que dans l'adversité, c'est toujours voilà, de penser euh, à qui j'ai envie d'être plus tard, tu vois. Ouais, trop bien. Ouais. Est-ce que dans cette période qui a été compliquée, ou même un peu après, est-ce que tu as des ressources qui t'ont aidé, que ce soit des livres, des films, ou que sais-je, que tu pourrais recommander à quelqu'un qui aujourd'hui peut-être traverse ce que tu as vécu aussi? Aujourd'hui, ce qui est génial, c'est que en fait, c'est que ça s'est débridé, toute cette partie autour de l'homosexualité. Tu vois, Mm. quand même, la cause a avancé. Tu vois, sur Netflix, tu as de plus en plus de séries. Tu vois, il y a Sex Education, je sais pas si tu Ouais. connais, que moi j'adore, qui est juste génial comme série. Donc, je conseillerais Sex Education. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'était The L Word, où je me suis dit qu'en fait, aux États-Unis, il y avait un groupe de femmes qui vivaient leur amour. Donc je me disais que c'était pas une maladie, que on avait le droit, en tout cas, d'aimer le même sexe, parce que c'est aussi déconstruire Mm. les valeurs qu'on nous a éduquées voilà, en province, et même, j'imagine aussi en ville. Moi, j'ai pas choisi, en fait, d'aimer les femmes. Mm. On ne le choisit pas, en fait. Et c'est comme les enfants qui qui sont nés hommes et qui se ressentent femmes et qui veulent changer de sexe. Ce n'est pas un choix, en fait. Mm. Et c'est dur à comprendre. Et même pour moi, c'est dur à comprendre, le changement d'identité aussi. Mm. Mais je peux approcher à ressentir la souffrance que ces personnes peuvent ressentir parce que j'ai ressenti ça, en fait. Ouais. C'est de se dire, on ne le choisit pas. Et donc, moi, je serais curieuse, tu vois, je sais pas s'il y a des études, et je sais que j'ai pas encore fait tout ce travail documentaire sur ces sujets-là. Mais ça fait partie de la vie. Et je suis sûre que au Moyen Âge, et on le sait très bien, que il y avait, les Grecs aussi Ouais. avaient des relations Ouais. homosexuelles. Donc c'est pas un truc qui date C'est pas du récent, 20e, hein. c'est pas récent, tu Mm. vois. C'est quelque chose qui fait partie de nous en tant qu'être humain. Mm. Ça fait partie de notre identité. Et donc, c'est de se dire qu'on n'est pas malade, que tout va bien, qu'il faut aller explorer, qu'il faut déconstruire en tout cas ces a priori. Et, euh, et j'ai perdu ta question. C'était les ressources. Ah Mais oui, les du coup, ressources, donc ouais, The L Word, ouais, Sex tout Education, à fait. tu vois, ça m'a... Et voilà, et il y a aujourd'hui, ce qui est génial, c'est qu'on est dans l'ère euh, de la créateur économie, tu vois. Donc, Mm. il y a beaucoup aujourd'hui de créateurs de contenu LGBT+, qui prennent la parole. Il y a Paint, aujourd'hui, à Instagram. J'adore qu'il y a un média LGBT qui met en exergue des choses positives comme des choses un petit peu moins positives. Qui peuvent aider en tout cas à aller plus loin et puis à se construire en tant qu'être humain. La famille est importante et je peux comprendre le désarroi. Moi, j'avais très peur de dire à ma famille que j'aimais les femmes. J'avais peur d'être mal aimée et d'être rejetée. Mm. Et je peux pas ressentir la douleur. Moi, j'ai pas été rejetée par mon foyer. Mais je peux pas imaginer la souffrance que tu peux avoir quand tu es rejetée. Ouais. Et quand tu dois, en plus, gérer l'aspect, on va dire, de la première étape de la pyramide de Maslow, qui est les besoins physiologiques, manger, boire, dormir, quoi. Ouais, complètement. Mais écoute, Maud, merci beaucoup pour ton Bah oui. partage. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas quelque chose que tu as forcément l'habitude de faire, de te Non. livrer autant. Donc, vraiment, merci beaucoup pour ta confiance. Tu as un parcours qui est incroyable. On sent qu'il y a eu des hauts et des bas. Moldavie, enfin Miami, Moldavie, je vais y arriver. Oui. On sent que ça a été un vrai rebond pour toi. Vraiment, merci beaucoup pour ce partage. Bah, j'espère, en tout cas, c'était vraiment l'objectif. Je sais pas si je le referai parce que c'est, comme je te disais, c'est toujours
revenir dans son passé, et c'est toujours compliqué, parce que maintenant j'ai envie de voir l'avenir. J'ai envie de me dire, voilà, j'ai encore une 30aine d'années à aller chercher en face de moi. Et donc si ça peut inspirer, c'est l'objectif, c'est d'inspirer des jeunes femmes, des jeunes hommes, ou même plus âgés, de faire ce pas-là, parce que en fait, c'est vraiment important de le faire pour se sentir enfin soi, pour aimer les autres et pour s'aimer aussi soi. Ouais, super. Merci beaucoup, Maud. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Histoire Kintsugi en entier. Si la discussion vous a plu, inscrivez-vous pour ne pas rater les prochaines histoires, partagez-la à 3 personnes autour de vous et mettez une note de 5 étoiles avec un commentaire pour m'aider à faire connaître ce podcast. Et puis si vous connaissez quelqu'un qui pourrait partager son histoire, vous pouvez m'écrire sur le compte Instagram du podcast, histoire_kintsugi, ou par mail à l'adresse thibaut@histoire-kintsugi.fr. Merci pour votre écoute, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle histoire.